Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, dans le cadre de notre journée porte ouverte, présentation maintenant du voyage au Maroc et Sahara, le silence du désert, avec notre accompagnateur Laurent de Roglodre. Alors, on est très heureux de l'avoir avec nous. Et ceux qui viennent juste de se joindre à nous, je veux juste vous rappeler qu'on est en mode webinaire. Alors, on a les conférenciers qui ont leur caméra et leur micro. Vous pouvez toutefois interagir avec nous par le chat ou par le Q et R pour questions et réponses ou Q&A. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Il y aura une période de questions à la fin de la présentation et vous pourrez même, à la fin de la présentation, interagir avec nous en levant la main pour qu'on puisse vous ouvrir le micro. Alors, mon nom est Anne Godbout, directrice générale de Spiritour. Spiritour, qui est un voyageur spécialisé dans les voyages de ressourcement pour permettre aux gens de s'arrêter, faire le point dans leur vie, se ressourcer et favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage. On sonne à notre 20e année d'opération. On fête, c'est ça, cette année même, en 2023. Alors, sans plus tarder, on va passer à la présentation donc de ce beau voyage au Maroc, dans le silence du désert du 6 au 18 novembre. Donc, avec votre accompagnateur Laurent de Roglodre qui est avec nous, donc qui a été toujours aspiré par les déserts du monde entier. Il a traversé le Sahara en voiture en 1985 après une carrière internationale dans l'IT. Il démarre son entreprise de conseil à 42 ans. Il est coach, formateur, animateur de séminaires et découvre les marches initiatiques dans le désert en 2009 grâce à deux coachs belges inspirés eux-mêmes par un Québécois. Depuis 2015, Laurent guide dans cet hôtel à 3000 étoiles et au sable infini des groupes de personnes à la recherche de sens, de déconnexion, avec des participants qui veulent laisser quelques fardeaux dans les dunes. Alors, Laurent, sans plus tarder, je te cède la parole. Oui, alors je pense que tu as déjà tout dit. La- L'attraction du désert, je sais pas, j'ai toujours vu depuis que j'accompagne des gens dans le désert que euh, il y a comme un appel. Il y a des gens qui se sont appelés, sont appelés, comme ça a été mon cas depuis toujours, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, cet appel n'est jamais décevant parce que dans le désert, on se reconnecte vraiment à la nature, parce qu'on vit comme des nomades, on vit comme vivaient nos ancêtres il y a 10 000 ans. On est comme des nomades, on est avec des nomades, on est avec les dromadaires. Et puis, on vit une vie qui est à la fois rude et extraordinaire, puisque bien sûr, on n'a pas on n'a pas nos chambres, nos toilettes, on n'a pas de la lumière, on a des lampes électriques, mais on est vraiment dans une nature extraordinaire parce que c'est à la fois les rochers et le sable, c'est à la fois les étoiles, les puits improbables à des endroits où on n'imaginerait pas qu'il y a de l'eau à ces endroits-là. Et tout ça, ça nous inspire sur les trois dimensions que tu as évoquées dans ma présentation, Anne. On y va déjà pour déconnecter de ce truc. Là, je ne sais pas si vous connaissez cette machine-là. Si ça ne vous dit rien, tant mieux pour vous. Mais sinon, on est tous là toute la journée à faire ça. Et là, on va déconnecter une semaine totalement. On va mettre ça sur off. Et puis, on va profiter justement de cette semaine-là où on est déconnecté pour lâcher des fardeaux aussi. Il y a pas de désert sans pleurs. Mais c'est très bien parce que le sable du désert accueille tous ces pleurs-là qui sont en fait les épreuves de vie pour lesquelles on a envie sans doute de de les lâcher au bord du chemin. Et puis on va se reconnecter au sens. Les semaines de désert que je fais, c'est aussi les semaines où je rigole le plus de l'année. Donc il y a des pleurs, mais il y a des rires. On partage toutes ces émotions. C'est vraiment extraordinaire et dans la connexion avec la nature. Donc c'est un moment hors du temps. Moi, ça fait maintenant depuis 2009 que j'y vais tous les ans et que j'accompagne depuis 10 ans. J'ai commencé par y aller 5 fois avec des coachs parce que j'étais curieux, j'avais des fardeaux à décharger. Et puis aussi curieux de comment ils s'y prenaient parce que c'est un spectacle en fait qui est très inspirant pour tout le monde. D'ailleurs,
et je vais te repasser la parole, Anne, ou c'est moi qui continue, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça m'a même inspiré à écrire un livre qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Cercle Toltec en désert berbère, un livre que j'ai mis en auto-édition pour l'instant et que j'ai écrit à l'occasion de 120 jours que j'ai passé dans le sud du Maroc, parce que au moment du démarrage de la pandémie, moi je suis sorti du désert le 15 mars 2020, on était tous dans les nuages, là, on sortait du désert, et puis là toutes les frontières se fermaient, et si les gens qui étaient avec moi ont pu repartir en France, je suis français, ça s'entend, moi j'ai pas pu revenir au Canada, donc j'ai été bloqué pendant 120 jours dans le sud du Maroc, et j'ai eu envie de partager ce qu'on vit dans le désert. Donc voilà, je viens de publier ce livre, je suis très fier, mais j'en ai pas encore fait beaucoup la promotion. Et il y a tout dans le titre, hein, c'est Cercle Toltec, parce que j'amène un peu les Toltecs dans le désert pour qu'ils nous inspirent aussi, en désert berbère, parce qu'on est aussi inspiré par les Berbères, qui sont les peuples nomades du désert, qui nous invitent chez eux, qui nous font partager leur façon de vivre, qui est à la fois très simple, très joyeuse, et puis un peu rude, mais en même temps, ça fait du bien parce qu'on est confronté à son corps, on est vraiment confronté à qui on est. Et, et j'aime bien dire que dans le désert, on ne parle pas de travail, on ne parle pas de boulot, on parle de vraiment de l'essence de qui on est et puis de nos joies et nos peines de la vie. Donc j'adore ce moment partagé dans le sable, sous les arbres qui poussent à des endroits totalement improbables. Et puis, euh, et puis avec ce contact aussi avec ce peuple berbère que je trouve adorable. Voilà. Merci Laurent pour cette belle introduction. On aurait plein de choses à dire sur le désert. Puis d'ailleurs, ben, c'est ce qu'on va faire. Donc, peut-être, ben, d'abord, pourquoi le silence du désert? Hein? C'est un peu la thématique. Tu l'as déjà dit, Laurent. Ben, je te laisse peut-être présenter la thématique, hein, que tu as mis vraiment à ton image. Donc, voilà, je te recède la parole. Oui, en effet, le désert est un endroit où le silence a une substance particulière parce que on, on n'entend pas un avion, on n'est même pas on voit pas d'avion pour une semaine, on n'entend pas un avion, mais on n'entend pas non plus une voiture. On entend juste les humains qui parlent quand ils parlent, mais quand on se tait, on entend un peu le vent. Et s'il n'y a pas de vent, eh bien, on est juste en confrontation avec finalement avec soi-même. Donc, d'ailleurs, le silence et le désert sont dans toute l'histoire de l'humanité, y compris les histoires bibliques, toujours des endroits d'inspiration, parce que justement, on se reconnecte à un espèce de calme auquel on n'est pas habitué parce que j'ai parlé de ce bidule là que vous connaissez, mais on a des écrans partout, on a des voitures qui font du bruit, on est dans un monde de bruit en fait. Et là, on peut de nouveau se reconnecter à quelque chose qui est essentiel, qui est baisser un peu ce niveau de bruit là. Et puis écouter ce qui se passe. C'est aussi pour ça que ça fait remonter des histoires de vie, parce que quand on marche quelques heures, on revisite, et puis je propose d'ailleurs des marches qui peuvent être à thème, et puis chacun en fait ce qu'il en veut. Mais l'idée, c'est que se connecter au silence, c'est se connecter vraiment à ce qu'on est, à notre être profond. Et puis on va faire des cercles aussi de paroles, parce que c'est une manière de se rencontrer vraiment sur ce qui fait notre singularité d'être humain. Et puis je propose des exercices aussi pour les gens qui veulent vraiment laisser des choses, des fardeaux de vie dans le désert, que ce soit des actes symboliques, que ce soit des exercices d'un outil qui s'appelle le présent nous guérit, que je trouve très puissant, que ce soit de la réflexion par rapport à quelques sagesses qui nous viennent de part et d'autre. Là, je parle des Toltecs, mais j'évoque quelquefois d'autres sagesses. Il y a à apprendre de toutes les sagesses du monde. Et puis aussi, quelquefois, les propositions des participants. Euh, En novembre dernier, une participante nous a fait chanter les voyelles en haut d'une dune. C'était, c'était vraiment magnifique. Puis c'était un moment de vibration en commun.
Donc, c'est à la fois marcher, c'est à la fois le désert, mais c'est aussi d'autres choses qu'on fait. Et toutes ces choses-là, d'ailleurs, sont des propositions, sont des invitations. C'est-à-dire que chaque personne n'est obligée de participer aux propositions qui sont faites. Simplement, si on ne participe pas, on laisse ceux qui sont en train de faire un exercice, un atelier, on les laisse faire. Et, et puis, on est entouré des berbères qui s'occupent de toute la logistique. Donc, on a vraiment à se préoccuper de nous, des autres, de la nature. Et c'est un moment fort de la vie à chaque fois. Est-ce que tu veux... Oui, excuse-moi, je cherchais mon micro. Oui, Alors, ben oui, peut-être on peut présenter l'itinéraire. Tu veux qu'on le fasse ensemble? comme tu veux. On peut Écoute, le faire se parler avant. Oui, oui. oui, c'est vrai que moi j'anime des méharées depuis 15 ans, mais avec Spiritours, Oui. bon, je l'ai fait une seule fois, mais je connais le Mhm. parcours. Spiritours, ça commence par une journée plutôt, c'est sans doute une journée un peu de repos par rapport au voyage transatlantique, et puis en même temps, si vous connaissez pas le Maroc, évidemment Marrakech est une destination très très attirante. Mais c'est un endroit de commerce, hein, donc la place Jemaa el-Fnar, c'est un endroit de commerce incroyable parce que c'est coloré, et puis il y a quelques monteurs de serpents et autres. Donc c'est vraiment un endroit qui est à connaître quand on va au Maroc. C'est une référence en fait de convergence de caravanes depuis des milliers d'années. Et donc, c'est un endroit de commerce. Donc, c'est l'endroit aussi où vous pouvez acheter, si vous avez envie, des souvenirs. Mais dans le sud où on ira, vous en trouverez aussi. Euh, voilà, tu peux rajouter quelque chose, Anne, si tu veux. Oui, ben voilà, c'est la ville rose, hein, donc c'est une ville qui est magnifique. Donc vous allez dormir sur place. Pourquoi la ville rose? Parce que c'est la pierre qu'ils ont utilisée pour. D'ailleurs, on le voit un peu dans la photo, qui est un peu couleur rosée, surtout coucher du soleil. Et puis voilà, on voit les atlas derrière. Et donc vous allez dormir une nuit à Marrakech, c'est là où vous atterrissez, pour ensuite le lendemain faire la route à travers les atlas, hein. Oui, et ça vraiment, c'est une journée de spectacle extraordinaire parce qu'on traverse l'Atlas. L'Atlas, il faut se rappeler que c'est une chaîne de montagnes qui va à plus de 4000 mètres de haut. Il y a donc de la neige au Maroc, il y a des stations de ski, euh, et, euh, et c'est un kaléidoscope de couleurs incroyable. Moi, chaque fois que je fais cette route, je suis épaté de voir toutes les couleurs que déclinent les roches. C'est un moment, c'est un moment vraiment, c'est un cinéma qui dure quand même quelques heures parce que c'est assez long, ça tourne beaucoup. Et puis c'est aussi déjà une vision de comment vivent les gens, parce qu'on traverse des endroits qui sont des campagnes, enfin, et des montagnes, où c'est le plus le Maroc authentique. Je dirais que Marrakech est devenu très très business, beaucoup d'argent. Là, on traverse vraiment le Maroc authentique, avec aussi ce long cheminement le long de la vallée du Dra. Le Dra est une rivière de, de plusieurs centaines de kilomètres, et qui ne réussit pas à atteindre la mer parce qu'il finit sa course dans le désert où il s'évapore. Mais il permet, donc il vient de l'Atlas, mais il permet en fait la création de la vie tout le long de son parcours, avec des palmeraies à perte de vue à certains moments, et c'est vraiment spectaculaire. Effectivement. Il y a beaucoup de Casbah aussi, hein, dans la vallée du Dra. D'ailleurs, on en voit une ici, là. Il y en a qui sont en ruine. Il y en a d'autres qui ont été convertis en hôtel, en restaurant. Alors, c'est vraiment beau. Il y a d'ailleurs, en fait, ces Casbah dont tu parles, ça aussi, c'est extraordinaire de voir ça le long de la route. Ça fait aussi d'ailleurs de cette région la capitale du cinéma du Maroc. Et il y a beaucoup de films qui ont été tournés, des films des films avec le désert, ou Astérix et Cléopâtre a été tourné à Ouarzazate. Donc, parce que c'est une région avec des paysages qui sont qu'à couper le souffle, hein, sincèrement. Il y a moins d'arbres qu'au Canada, mais,
Mais c'est franchement, moi, chaque fois que je fais cette route, voilà, je suis collé à, à regarder le spectacle dehors. Oui, c'est très beau, effectivement. Puis ensuite, donc, vous allez dormir à Zagora et puis vous allez avoir le rituel du thé et le souper hein, dans la famille de Mohamed, qui est le guide, votre guide marocain, et donc qui va être le chef d'expédition aussi pour l'expédition dans le désert. Et c'est toujours une belle expérience. Hein? Il nous accueille habituellement avec le couscous. Et puis, vous avez la chance d'essayer de manger comme eux avec les mains, mais il y a des ustensiles aussi. Alors c'est vrai que c'est aussi, Ouais. c'est aussi le Maroc, donc c'est pas, les choses prévues se passent pas toujours comme prévu, au moment prévu. Par exemple, l'année dernière, en effet, c'était prévu en arrivant plutôt à Zagora. Et finalement, ce souper, on l'a fait à Marrakech, dans de la famille qui est proche de Mohamed, qui lui. Et alors, bon, les passagers étaient bien fatigués, les Canadiens. Moi, j'étais déjà au Maroc à ce moment-là, mais les Canadiens étaient bien fatigués, mais ils sont presque tous venus. Il n'y en a qu'un seul qui a décliné. Et c'était une soirée très sympathique parce on est vraiment dans de l'authentique. On n'est pas en train de, on n'est pas comme des touristes. On est accueillis dans une famille. Et puis c'est vraiment le rituel marocain. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai vécu beaucoup, enfin beaucoup. J'ai vécu en Afrique du Nord, aussi en Tunisie. Et c'est comme ça que ça se passe. L'accueil, donc. Mais ça peut se passer un moment qui était imprévu parce que ça, c'est quand on va au Maroc, on lâche prise aussi. C'est un exercice de lâcher prise parce que bon, bah, ok, le truc, c'est pas comme ça que c'est écrit sur le cahier. Ouais, mais en fait, c'est pas grave. Ça va se passer quand même. Ça va se vivre différemment. Et c'est la relation surtout qui est importante. Tout à fait. Et donc après vous allez être transporté donc en 4x4 jusqu'à j'allais dire la porte du désert, en fait, jusqu'à l'endroit où va débuter l'excursion avec les nomades. Donc, C'est là que, oui, peu à peu, on va vers de moins en moins de civilisation et de plus en plus de nature sauvage. Et au premier bivouac, on va retrouver l'équipe de Berbères qui va nous accompagner pendant tous les jours de marche avec les dromadaires. Alors, les dromadaires, c'est vraiment des animaux étranges parce qu'ils ils sont un peu préhistoriques dans leur présentation. Euh, et c'est notre sauvegarde du désert parce qu'en fait, ces animaux transportent des centaines de kilos et en plus, si on est fatigué, ils sont d'accord, enfin, on ne leur demande pas leur avis, enfin, les Berbères ne leur demandent pas, mais on peut monter sur le dos d'un dromadaire si on est fatigué. Euh, et en fait, ils sont vraiment notre sauvegarde parce qu'on part en autarcie pendant quelques jours, ce qui veut dire qu'ils emmènent toute la nourriture, tout le bivouac et toute l'eau, parce que le plus lourd à emmener, c'est l'eau. Donc bon, toute l'eau qu'on boit est de l'eau embouteillée, fermée hermétiquement. Hein. On ne boit pas d'eau de puits ni rien du tout. Et moi, j'ai jamais été malade. Hein. J'ai fait 15 fois le désert. J'ai jamais été malade avec les berbères. Mais je suis admiratif toujours de ces animaux qui sont vraiment nos compagnons. Je pense que c'est même symboliquement, c'est intéressant de se dire, on, on est tellement fort pour détruire la vie, nous, les êtres humains, alors qu'en réalité, on a vraiment des belles alliances à créer avec les animaux, parce qu'ils ils sont bien traités, hein, ils sont vraiment depuis longtemps en connexion avec les berbères, et ils ont pas l'air d'être malheureux, mais ils portent les trucs, ça c'est sûr, c'est leur, donc c'est un moment où on se retrouve à ce premier bivouac et puis après on va marcher. On ne revient pas au même endroit. Hein, on va être itinérant pendant quelques jours et donc à chaque fois on recrée les Berbères rebâtissent le bivouac où on va dîner et puis se reposer. Moi, j'ai une invitation particulière que je fais dans tous mes déserts. C'est s'il y a des tentes qui sont prévues,
Mais moi, mon invitation, c'est de dormir à la belle étoile. Et c'est ce que je fais toujours d'ailleurs, sauf s'il pleut, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Dans ce cas-là, on va s'abriter sous une tente. Il y a toujours une tente berbère créée, puis je pense qu'il y a des tentes individuelles dans le Oui. cas de Spiritour. Mais moi, l'invitation, c'est vraiment de proposer de dormir à la belle étoile et même dormir de l'autre côté de la dune. Comme ça, je vois même pas d'autres humains. Et ça, c'est une expérience extraordinaire parce qu'il n'y a pas de risque, hein, mais je suis en connexion, une connexion incroyable avec la nature, avec, je ne sais pas si vous le savez, mais l'œil humain, enfin en meilleure santé que le mien, parce que moi j'ai un peu des yeux de l'âge que j'ai, mais un bon œil humain peut compter 3000 étoiles. C'est pour ça que moi j'appelle ça l'hôtel à 3000 étoiles. Mais pour ça, il faut rester dehors. Parce que si on est sous la tente, on ne voit pas les ronds. Bon, bien sûr, on peut sortir. Mais en tout cas, je vous dis que l'expérience de dormir dehors est extraordinaire aussi parce qu'il n'y a pas de nuit dans le désert sans qu'on se réveille à un moment donné, parce qu'on n'est pas dans le confort de nos... Donc, mais toutes les nuits, quand je me réveille, moi, j'ouvre les yeux et je regarde ce spectacle extraordinaire qui est soit la Lune qui fait la maligne et qui envoie un spot extraordinaire, mais ça c'est aussi très, très chouette à voir, soit toutes ces étoiles, parce que la Lune est allée se cacher, le Soleil aussi, donc il nous laisse voir ça. On peut compter, il ne se passe pas de nuit sans qu'on voit des étoiles filantes, bien sûr, des satellites également, mais jamais d'avion, parce qu'on n'est pas sur les parcours des avions, on n'entend pas d'avion, on ne voit pas d'avion. Donc, et puis la journée, on marche. Alors, dans le modèle avec Spiritus, on marche souvent plutôt le matin et puis l'après-midi, mais il peut y avoir aussi des moments où on marche le matin et puis on marche l'après-midi, mais c'est c'est sûr que on marche pas toute la journée. Ça c'est d'ailleurs ce serait juste pas possible parce qu'il fait chaud quand même, et donc on a besoin de se reposer. Et puis il n'y a pas d'enjeu sportif en tout cas dans ce désert-là. On n'est pas là pour se prouver quoi que ce soit. On est là pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Si quelqu'un est fatigué, on s'arrête et puis on se repose. Et puis si elle est très fatiguée, ben, on lui propose de monter sur un dromadaire et puis on continue la méhari. Merveilleux. Donc, voilà, on peut continuer. Ben, je tiens quand même peut-être à faire une parenthèse parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Moi, j'ai fait déjà l'expérience de dormir à la Belle Étoile, mais je vous avoue que moi, je préfère avoir ma petite tente individuelle. Donc, c'est libre à chacun, mais si vous voulez vivre, vous êtes libre. Donc, vous pouvez choisir, comme Laurent l'a bien dit. Mais il y a des tentes individuelles. Chacun peut avoir sa petite tente. Ou vous pouvez aussi dormir dans la grande tente berbère qui a de la place jusqu'à 10 personnes. C'est là aussi où on prend nos repas. Ben, parfois, à la Belle Étoile, s'il n'y a pas de vent. Donc, c'est merveilleux. On peut manger dehors. Sinon, parfois, on prend les repas à l'intérieur et ça se transforme un peu en salon, en salle à manger. Puis le soir, ça devient la chambre à coucher. Donc, voilà, ils sont bien équipés. Vraiment, tout est fourni comme équipement, sauf le sac de couchage. Donc, vous devez apporter un sac de couchage, mais ils fournissent donc les tentes, les matelas, des couvertures aussi, parce que des fois, les nuits, il peut y avoir un grand écart dans les températures. La nuit, au mois de novembre, hein, ça peut descendre jusque peut-être, je pense, la moyenne, c'est autour de 5-10 degrés. En fait, la moyenne est peut-être plus élevée, là, mais ça pourrait descendre jusque-là. Et puis le jour, ça peut monter jusqu'à 30. Donc, vous voyez, il y a des gros écarts. Quoique, je me rappelle une fois, j'étais partie avec un groupe, je leur avais dit, bon, amenez un bon pyjama, un bon sac de couchage. Et puis, et on avait eu vraiment des nuits très chaudes. Fait qu'ils me disaient, ben là, Anne, on a ben trop chaud la nuit. Et puis, les dernières nuits, on avait eu vraiment froid. Là, c'était descendu, je pense, jusqu'à 5 degrés. Ils ont dit, OK, on comprend maintenant. Donc, ça peut être très imprévisible, hein. Je sais que toute première nuit que j'ai faite dans le désert à la Belle Étoile, je m'étais couvert avec des grosses chaussettes, enfin, j'étais couvert partout. Et puis, j'ai crevé de chaud toute la nuit, donc j'ai enlevé toutes les pelures. Et maintenant, en fait, je sais que le moment le plus difficile, c'est quand je rentre en caleçon et en t-shirt dans mon sac de couchage. Parce que ça, c'est le moment un peu frais. Mais une fois qu'on est dans le sac de couchage, ils sont vraiment de super qualité. Moi, j'ai un sac de couchage 0 ou 5 degrés, un truc comme ça. J'ai jamais froid la nuit, hein.
alors que je suis en caleçon et t-shirt. Donc, on a vraiment des outils qui sont super avec nous, nos salles de couchage actuelles. Mais je sais que les gens sont plus ou moins sensibles à la température. Mais en tout cas, avec le matelas qui isole du sol, un bon sac de couchage. Vous prenez un sac de couchage 0 degré, comme ça vous êtes tranquille. La couverture qu'on rajoute par-dessus, ça va. Et même dehors, ça va très bien. Puis il y a la petite sensation de froid qui peut arriver à la tête. Alors, mais ça fait partie de l'expérience euh, de d'avoir ouais, le petit tunnel d'air frais qui rentre dans le sac de couchage, qu'on s'en mitoufle. Mais c'est aussi c'est le côté amusant. Il y a un côté, je pense, euh, je disais amusant, un côté un peu retour aux petites joies de l'enfance aussi, parce que moi j'adore brasser le sable, j'adore. Enfin, on retrouve aussi une espèce de simplicité. On n'a pas Netflix, donc on va s'occuper autrement, y compris avec, avec tout un tas de petites activités qui peuvent être comme voilà, faire le feu le soir. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, on est en plein désert et on arrive à trouver du bois pour faire du feu. Donc on se retrouve à chanter s'il y a des chanteurs. Moi, j'adore chanter. On va se raconter des histoires ou à juste s'emmitoufler, à regarder les braises. Voilà. Oui, c'est toujours très beau et effectivement, tous les soirs, en fait, souvent, chaque voyage est différent, mais avec les Berbères, souvent, au début, on sent qu'ils sont plutôt de leur côté, peut-être par respect et tout. Et puis, tranquillement, il y a comme un apprivoisement qui se fait. Et puis, de plus en plus, les gens disent, ben, venez manger avec nous, ce qu'ils mangent d'un peu de leur côté. Venez, puis après, c'est eux qui nous invitent à leur feu le soir. Ben, venez avec nous autour du feu. Et puis, ils sortent les tambours. Et puis, voilà, tranquillement, il y a vraiment une fraternité qui se construit avec eux et avec le groupe. Et c'est magique. Qu'est-ce qui peut sortir de ça? Mais effectivement, les temps autour du feu sont merveilleux. Je veux préciser, je restais sur cette image-là parce que, en fait, c'est ça. Laurent l'a mentionné tout à l'heure, mais je tiens à le redire. C'est de la marche, hein, donc 4 à 6 heures de marche par jour en moyenne, mais on fait des pauses. Donc, habituellement, on part le matin après avoir mangé. Hein, une journée typique, on se lève, on ramasse notre tente, ceux qui ont des tentes individuelles. Eux, les Berbères s'occupent de tout le bivouac, mais si vous prenez une tente individuelle, vous êtes responsable de votre petite tente, la monter, la démonter. Et puis, donc, eux ramassent tout le bivouac. En fait, d'abord, on déjeune, on prend le petit déjeuner tous ensemble. Ensuite, eux commencent à tout monter, le matériel, à mettre ça sur les dromadaires. Nous, on prépare notre sac et on commence à marcher avec le guide de marche, normalement, qui est Mohamed. Et puis, ensuite, ben, on fait des pauses. Donc, normalement, la marche se fait en silence pour vraiment goûter le silence du désert. Quand on fait des petites pauses, bien sûr, on peut parler. Et puis, après, ben, on arrête pour le dîner. Et puis, des fois, bon, on continue à marcher après le dîner. Et puis, d'autres fois, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, Laurent, vous, la dernière fois. Habituellement, on fait une pause, on marche à nouveau. Et puis, on arrête avant le coucher du soleil. Hein? Hmm. Oui, oui, de toute façon, on s'arrête assez tôt avant le coucher du soleil parce qu'il faut installer le bivouac. Oui. Euh, et puis, une chose aussi, c'est qu'on ne porte pas son sac. On ne porte pas le sac. Hein. C'est les dromadaires qui portent. Donc, on a juste un petit sac, en fait, un petit sac à dos dans lequel on met ce dont on a besoin pour la journée, c'est-à-dire une gourde, un petit pull si on a peur d'avoir froid, un petit chandail. Je suis au Québec et préfère chandail à pull, qui n'a pas de sens en français. On met de la crème solaire, des petites affaires de pharmacie si on a besoin. Donc il y a une liste de toute façon qui est prévue d'expliquer ce qu'on porte dans la journée, mais ce qu'on porte dans la journée est très léger. En fait, Oui. c'est pas encore une fois, c'est quand même une marche, donc il faut être en bonne santé, mais l'enjeu n'est pas sportif, on n'a rien à prouver. Je dirais même que j'ai emmené dans le désert mon frère
qui est unijambiste, il a une seule jambe et il a fait le désert très bien. Et d'ailleurs, ça l'a inspiré à faire les chemins de Compostelle. Il a maintenant marché 4500 km sur les chemins de Compostelle Wow. et écrit 2 livres. Donc, j'ai emmené une compagne du désert qui est venue une première année, elle allait bien. Et puis 2 ans après, elle me dit, j'aimerais revenir, mais j'ai la maladie de Parkinson. Et je l'ai emmenée quand même. Alors, elle marchait pas forcément toujours à la même allure que nous, mais quand elle était fatiguée, elle montait sur un dromadaire. Puis je voudrais faire un petit clin d'œil à son sujet à elle. Je voudrais lui dédier c'est que dans un cercle de parole, elle nous a dit, je suis tellement prise par le désert que pendant 24 heures, j'ai oublié que j'avais la maladie de Parkinson. Et ça, c'est un des cadeaux du désert. En fait, ces cadeaux du désert arrivent quoi, parce que c'est ça, on peut pas les prévoir. Euh, j'ai un autre participant qui, la première marche, m'a dit un jour, j'ai tellement mal aux genoux que je peux plus. Et voilà, ben, il est monté sur un dromadaire, donc il a fait la méharée à 3 mètres de haut. Parce que, Mmh. donc en fait, Ouais. ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se sentir en sécurité par rapport. Ça peut paraître une aventure, et c'est une aventure humaine, mais en même temps, on est avec des Berbères qui sont habitués à ce monde-là et qui sont habitués à gérer les soucis qu'on peut avoir. Mais bon, on n'est pas là pour prendre des risques non plus. Je rappelle ça en début de mes arrêts aussi. On s'amuse pas à sauter sur les cailloux pour voir si par hasard on pourrait pas se faire fouler la jambe ou aller fouiller à des endroits pour voir s'il n'y aurait pas des animaux en train de dormir. On va les dormir. Et voilà, donc c'est un. Oui, puis on est très bien encadré aussi avec le guide de Méharé. Il y a le chef, le cuisinier, il y a le responsable, les chameliers qui s'occupent des animaux. Et puis c'est vraiment toute une équipe. Ils sont super bien organisés. Et puis en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, oui, c'est de la marche, mais comme Laurent le dit, n'importe quand vous pouvez prendre un chameau, un dromadaire, pardon, si jamais vous êtes trop fatigué. Et puis, si vous n'avez pas eu la chance de faire un tour de dromadaire, il y a toujours une journée, à la fin de la journée, une fois que tout le bivouac est installé, ils disent, bon, ben, ceux qui ont envie, on va faire juste une petite balade en dromadaire. Et puis, donc, c'est un de ces moments-là qu'on voit sur la photo, là. Mm. Donc, voilà, voilà. Des marcheurs qui sont très heureux. Des moments de réjouissance, de célébration. C'est toujours de très, très beaux moments. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à dire. Bien sûr, il va y avoir une rencontre pré-départ. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. Vous avez peut-être beaucoup de questions. Aujourd'hui, on ne pourra pas tout couvrir comme information, mais il y a une rencontre pré-départ de 2 à 4 semaines avant de partir où là, on va bien vous expliquer. Il y a une liste quoi apporter. On va bien vous expliquer comment ça va se passer là-bas. Et puis, toutes les informations pré-départ que vous avez besoin, le budget à prévoir, les devises, la température et tout et tout. Donc, tout ça va vous être donné dans un document et va être donné dans une rencontre pré-départ qui va avoir lieu aussi sur Zoom et l'enregistrement va être envoyé si vous ne pouvez pas être présent en live. C'est bon. Désert du Sahara. Donc, le jour 11, on sort du désert et là, vous allez dormir à Ouarzazate, à l'hôtel. Et donc, c'est la ville, c'est le Hollywood marocain. Donc, c'est la ville où ont lieu la plupart des tournages. Et puis, bon, une belle ville, un grand souk aussi. Vous aurez sûrement la chance d'aller faire un tour au souk pour acheter quelques souvenirs. Et vous allez dormir donc 2 jours à Ouarzazate. Euh, et puis, vous allez avoir une excursion, pardon, une excursion optionnelle en 4x4 à la Vallée des Roses. Pour ceux qui le désirent, c'est une belle excursion. Je ne sais pas si, Laurent, vous pouvez nous en parler un peu. Oui, moi c'est une incursion en fait dans l'Atlas aussi, à un endroit qui est vraiment perdu, quoi. Mais je trouve que c'est un peu magique aussi. On se retrouve dans un endroit qui est quand même très, très, très aride, mais dans la vallée des Roses, bah, justement, il y a un torrent où on va aller prendre un dîner au bord de ce torrent et puis on fait tout un parcours aussi en 4x4 dans les montagnes. C'est encore des décors qui sont incroyables. On fait des rencontres aussi qui sont avec des Berbères qui sont dans des endroits complètement perdus. Donc
Bah, c'est une journée plus touristique, celle-là, en revenant du désert. C'est aussi une expérience qui est très sympa. Mhm. Excellent. Et puis, vous allez toujours dans les coopératives voyons, ceux qui font de l'eau de rose? Oui, alors on s'arrête, Oui, OK. on Mhm. s'arrête plusieurs fois parce que on s'arrête dans des, c'est des, soit des gens qui font en effet des produits, des produits de beauté ou des produits qui font du bien à la peau et tout ça avec, je trouve plus les mots, mais en tout cas on Avec les s'arrête. pétales de rose. Oui, c'est ça. Et puis, comment s'appelle je suis en train de chercher l'argan, donc avec les fabricants Oui. qui utilisent l'argan comme base de produits. Et puis, Mohamed, de toute façon, est inspiré de temps en temps pour s'arrêter. C'est au Maroc, donc de temps en temps, il s'arrête à un endroit où on va passer 15-20 minutes dans une échoppe qui peut être d'artisanat local. Donc, c'est aussi l'occasion de voir des choses à des endroits un petit peu plus authentiques que Marrakech, parce que, Mhm. parce que très souvent, ce qui est vendu là est fabriqué à 200 mètres de là. Donc, d'ailleurs, il y a des tas de choses très sympas à acheter à ces endroits-là, y compris de la vaisselle colorée qui est très. Donc, c'est un moment plus tourisme, en tout cas, Oui, ce jour-là. très bien. Et ceux qui voudraient pas faire l'excursion, il y a aussi la possibilité, bien sûr, de rester à l'hôtel, faire une petite journée de détente là, à Ouarzazate. Voilà, d'autres images de Ouarzazate Oui, c'est très sympa avec de les Casbah. déambuler. C'est très sympa de déambuler dans Ouarzazate. On peut aussi visiter la vieille Casbah, hein, qui a quelques centaines d'années, et qui est un endroit aussi qui était un endroit de convergence de caravanes. Donc, Ouarzazate est une ville qui est à la sortie du désert finalement. Enfin, c'est la première grande ville euh, où les caravaniers arrivaient d'Afrique noire chargés de. Et donc, c'est là que se faisaient les échanges, pas toujours glorieux parce qu'il y avait aussi des esclaves dans les trucs. Mais enfin, en tout cas, c'est une ville historique, Ouarzazate, chargée d'histoire. C'est aussi une ville accessoirement moderne parce que je pense que c'est à Ouarzazate qui est la plus grande centrale de panneaux solaires de toute l'Afrique, et même peut-être plus que toute l'Afrique, hein. C'est impressionnant quand on. Ah oui, on n'atterrit pas. Mais je pense que peut-être en bus, on passe pas très loin parce qu'il y a un endroit avec il y a une lumière incroyablement lumineuse. C'est un pléonasme, mais une lumière très éclatante de l'endroit où se trouve cette, ces hectares et hectares de panneaux solaires. Donc c'est aussi une ville qui est dans le monde moderne. Très bien. Pardon. Excellent. Alors, je pense que ça fait le tour pour l'itinéraire. Merci beaucoup, Laurent. Et donc, quelques informations sur le voyage. Donc, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Moi, tout d'un coup, je ne vois plus rien. Non, non, on voit des panneaux gris. Oui? D'accord. Alors, je vais arrêter ça. OK. Alors, quelques informations plus techniques. Donc, et puis ça nous fera plaisir, bien sûr, tout de suite après d'écouter si vous avez des questions, de répondre à vos questions, pardon. Je viens de repartager mon écran. En fait, je vais essayer de vous montrer ici. Euh, Si on a le temps, j'ai une petite vidéo. Sinon, vous pourrez le voir sur le site Internet. Et puis, voilà. Donc, qu'est-ce qui est inclus dans le voyage? On voit pas ton écran là, Alors, pour l'instant. non, vous ne voyez pas l'écran? Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis désolée pour le petit problème technique. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je voulais préparer la vidéo, puis tout d'un coup, je pense que j'en ai trop demandé à mon ordinateur. Ouais. OK. Est-ce que vous me voyez? Oui, on te voit. Oui? OK. Donc, je continue avec donc, qu'est-ce qui est inclus? Le tarif donc réservé tôt est valide encore jusqu'au 6 juillet à 3 199 $. Ça, c'est le prix en occupation double.
avec un rabais donc de 100 si vous vous inscrivez avant le 6 juillet. Le prix régulier est de 3 299 Le supplément chambre individuelle est de 199 On s'entend, ça, c'est pour les nuits que vous allez être à l'hôtel. Donc, on parle seulement des nuits à Ouarzazate, à la fin, à Zagora, une nuit à Zagora, puis une nuit à Marrakech au tout début. Le reste du temps, bien sûr, vous allez avoir les tentes. Donc, libre à vous ce que vous choisissez pour les tentes. Voilà. Si vous êtes seul, on peut toujours vous jumeler aussi dans une chambre double avec 2 lits. Donc voilà, on offre le service de jumelage. Le forfait donc comprend le vol aller-retour Montréal, Marrakech, Ouarzazate, Montréal. On repart de Ouarzazate à la fin. C'est avec la compagnie aérienne Royal Air Maroc. Les transferts aller-retour de l'aéroport vers le lieu d'hébergement, plus tous les déplacements lors de l'itinéraire sont inclus. Vous avez l'hébergement, donc 4 nuits en hôtel 3 étoiles en occupation double, plus 7 nuits de campement dans le désert. Pardon. Vous avez 3 repas par jour, sauf le dîner du jour 12, qui est la journée d'excursion. Donc là, le dîner va être à vos frais, dépendamment si vous faites l'excursion ou vous restez à Ouarzazate. En fait, je pense que si vous prenez l'excursion, c'est en supplément. Donc, le dîner va être inclus. Et bien sûr, les repas à l'aéroport, donc c'est à vos frais. L'eau de source embouteillée à volonté, ça c'est inclus. Les services de guide du désert avec chamelier et l'accompagnateur de Spiritour. Et toutes les taxes, donc tout ça est inclus. Excusez-moi, j'aurais besoin de plus d'eau. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Donc, l'assurance voyage, c'est optionnel. Nous, on l'offre avec la Croix-Bleue. Les boissons alcoolisées, si vous souhaitez en avoir là, au repas. Les pourboires, donc, on vous suggère d'apporter entre 100 à 150 américains. Pardon, pour les guides du désert, vous allez voir, on est vraiment servi aux petits oignons. Ils nous traitent aux petits oignons, pardon. On est très, très bien servis et vraiment, ils méritent un bon pourboire pour toutes ces journées qu'ils passent avec nous. Et pour les guides aussi, donc prévoyez d'apporter, je vous dirais maintenant avec l'inflation, là, plutôt autour de 150 là, pour toute la durée du séjour pour pouvoir donner des pourboires. Les dépenses personnelles, bien sûr, c'est pas inclus. Les repas à bord de l'avion, non, je pense que c'est inclus hein, à bord de l'avion, Laurent? Oui, c'est Les inclus. repas, Oui, oui. oui, oui. OK, parfait, merci. L'excursion facultative dans la vallée des Roses, la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage est en su. C'est seulement 0,35 du coût du total du voyage qui représente 3,50 par tranche de 1000. Et c'est une protection financière. En fait, c'est pas optionnel, ça se rajoute à votre facture. Ça va revenir seulement environ 12 à 15 Et c'est une protection financière qui est inégalée, qui est vraiment exceptionnelle, qui vous protège en cas de sécurité compromise, si jamais il y avait un autre avis d'éviter tout voyage non essentiel hors du Canada, comme on a eu pendant la pandémie. À ce moment-là, vous êtes couvert et même chose si jamais il y avait un avis d'éviter tout voyage non essentiel pour voyager au Maroc, soit pour des raisons de catastrophes naturelles ou de terrorisme ou guerre ou quoi que ce soit, pandémie. Donc, s'il y a un avis gouvernemental, bien sûr, on se doit d'annuler le voyage et vous avez une protection financière pour tout montant qu'on ne serait pas capable de récupérer de la part des fournisseurs. Vous serez remboursé par le fonds d'indemnisation. Bien sûr, il y a des conditions. Je vous invite à les lire si vous n'êtes pas familier avec ce fonds d'indemnisation-là. C'est vraiment une protection extraordinaire. Ça ne remplace pas l'assurance voyage. C'est important que vous ayez votre propre assurance voyage en cas de maladie ou en cas d'annulation.
Donc, nous, on peut vous aider. On offre l'assurance de la Croix-Bleue. Vous pouvez acheter un forfait avec tout inclus ou à la carte avec l'assurance soins médicaux d'urgence qui est vraiment obligatoire, là. En fait, vraiment essentiel. C'est très important que vous ayez une assurance. Donc, peu importe où vous prenez votre assurance, c'est très important que vous ayez au minimum une assurance en cas de soins médicaux d'urgence. Si vous tombez malade là-bas, vous avez un accident ou en cas de décès. Donc, c'est important que vous soyez bien protégés, là. Et puis, c'est jamais arrivé un décès, je m'excuse, je ne veux pas faire peur à personne, mais tu sais, c'est une assurance qui couvre tout, là. Donc, en cas de rapatriement et tout, donc vous êtes vraiment bien couvert. Avec la Croix-Bleue, vous êtes couvert jusqu'à 5 millions de dollars. Et puis même, s'il y avait un rapatriement en hélicoptère nécessaire, de tout ça, c'est inclus. Et puis, l'assurance annulation, donc c'est important si jamais vous tombez malade avant de partir, que vous n'êtes plus en condition de partir ou qu'il y avait un proche parent qui était gravement malade ou un décès dans la famille à ce moment-là, vous euh, c'est bon d'être couvert parce que nous, à moins de 60 jours, c'est 100 non remboursable. C'est bien indiqué dans nos conditions générales parce qu'on doit payer tous nos fournisseurs à l'avance et donc ce n'est pas remboursable. Donc, c'est très important. On vous recommande d'avoir une assurance annulation et puis une assurance interruption de voyage si jamais vous devez revenir d'urgence plus tôt. À ce moment-là, c'est la compagnie d'assurance là, qui couvre vos coûts de retour et qui vous rembourse la partie non utilisée de votre voyage. Et finalement, l'assurance bagage aussi, en cas de vol ou perte de bagage, ou s'il y avait un retard de bagage, à ce moment-là, vous auriez une indemnisation de la part de la compagnie d'assurance. Donc voilà, je pense que ça fait le tour pour les conditions. Donc, la date limite d'inscription est le 6 septembre ou jusqu'à ce que le nombre maximum des passagers soit atteint. On vit présentement un revenge travel, c'est surnommé de même. On a beaucoup, beaucoup de demandes pour nos voyages. Ils se remplissent bien avant la date limite, donc n'hésitez pas, en fait, ne tardez pas plutôt à vous inscrire pour être sûr d'avoir une place. Parce que les places sont limitées à 15 personnes. On accepte seulement 15 personnes sur ce voyage-là. Voilà, voilà. Donc, pour vous inscrire, donc, vous pouvez le faire sur notre site Internet. Donc, avec une carte de crédit ou vous pouvez télécharger le formulaire PDF. Le formulaire PDF est là seulement pour ceux qui ne s'inscrivent pas en ligne. Donc, vous pouvez le remplir et nous envoyer un chèque par la poste. Voilà, voilà. Sinon, c'est possible aussi par virement Interact. Appelez-nous si vous avez besoin d'assistance pour vous inscrire en ligne. Ça nous fera plaisir de vous aider. Voilà, voilà. Donc, les voyageurs canadiens qui se rendent au Maroc doivent être en possession d'un passeport encore valide 6 mois après la date de retour prévue au pays. Donc, très important. Aucun visa pour les citoyens canadiens et français n'est exigé. Si vous avez une autre nationalité, merci de bien vous renseigner auprès de l'ambassade du Maroc là, pour savoir si vous avez besoin d'un visa. Donc, voilà. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. Pardon. Donc, est-ce que Laurent, il y aurait autre chose que tu aimerais rajouter? On va ensuite regarder, voir s'il y a des questions et ça nous fera plaisir, bien sûr, d'y répondre. Pour les questions, vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, poser vos questions soit dans le chat ou dans le Q&A ou le Q&R, questions-réponses, que vous devez voir dans la bande, dans le menu. Vous pouvez aussi lever la main virtuellement. Je pense que c'est dans les émoticônes, les émotions, où vous avez directement dans le menu lever la main et ça nous fera plaisir d'ouvrir votre micro pour que vous puissiez poser vos questions et interagir avec nous. Voilà, voilà. Moi, j'ai un petit problème technique. Je ne sais pas trop. Je ne vois pas l'écran. Attendez. Olga, pendant que tu résous tes problèmes techniques, moi Oui, j'ai envie de dire, il se passe quelque chose d'un peu singulier avec le désert, c'est que on est appelé par le désert ou pas. Parce qu'il y a bon, depuis le temps que je parle du désert, il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire dans le désert? Et il y en a toujours qui me disent, ah, c'est comme si d'un seul coup, mais oui, mais j'ai toujours envie de faire cette chose-là. Donc si vous êtes appelé par le désert, si vous ben, c'est le moment de le faire parce que
parce que quelquefois on repousse en se disant je ferai ça plus tard. Oui, mais pourquoi plus tard? Puisque c'est maintenant que je sens que j'ai envie d'y aller. C'est toujours. Je pense que. Alors, il y a un certain nombre de gens qui sont venus dans le désert avec moi qui m'ont dit c'est la plus belle semaine de ma vie. Alors, je vous vends pas ça, mais c'est parce qu'en fait, on se reconnecte à soi, à la nature. On est des êtres de la nature. On l'oublie parce qu'on vit beaucoup dans cette espèce de tourbillon qu'ont créé les humains là. Et là, on revient vraiment voilà, à son corps, on revient à l'échange avec les autres, à l'échange avec soi. Et le désert est un spectacle incroyable. Le lever du soleil, le coucher du soleil, des choses qui nous paraissent maintenant tellement, on ne regarde même plus, enfin, on le regarde un petit peu en vacances. Mais là, tous les matins, on va voir le soleil se lever, on va voir le soleil se coucher, on va voir l'apparition de la nuit. On va voir cette température, on ressent vraiment cette température qui monte dans la journée, qui rebaisse le soir. Et puis tous ces échanges qu'on a, en fait, qui nous montrent à quel point on est tous reliés, quoi. On est tous reliés de manière profonde, en fait, dans nos épreuves et nos joies de la vie, quoi. Je pense que ça nous rapproche, et puis ça nous rapproche aussi des Berbères. Ça nous montre que il y a des cultures. Enfin, c'est intéressant de découvrir les autres cultures. Euh, Beaucoup de gens découvrent que les Berbères ont une langue qui n'est pas l'arabe. Eh oui, c'est différent de l'arabe. Beaucoup de gens découvrent que l'arabe s'écrit de gauche à droite, alors que le berbère s'écrit de droite à gauche. Donc c'est des cultures complètement différentes. Par exemple, c'est l'occasion aussi de se rendre compte que on a toujours des choses à découvrir. Voilà. Je sais Tout pas à si... fait, merci, c'est très bien dit. Oui, j'ai retrouvé ma technique, alors tout Ok. marche bien. Donc, je ne vois pas de questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense qu'on aurait le temps de présenter un court vidéo et puis s'il y a des questions, il répondra après. Puis après, on a la présentation, bien sûr. Oui, il ne reste pas beaucoup de temps. À 3 heures, on a la présentation sur l'Égypte. Donc, on y va avec le partage. Donc, je vous partage le vidéo que vous retrouvez aussi sur notre site Internet. Voilà. Donc, je pense que j'ai oublié de partager mon son. Je suis vraiment désolée. Donc, vous pourrez le voir sur notre site Internet avec le son, avec la musique, avec tout. Voilà, on vous laisse avec ces images-là. Ah, j'ai ici une question de Françoise. Combien de jours au désert? Alors, c'est 8 jours, 7 nuits au désert. Voilà, c'est vraiment le cœur du voyage. Le plus longtemps, vous allez le passer au désert. Est-ce qu'on avait une main levée? Non, pas d'autres questions. Voilà, ben Laurent, je te laisse le mot de la fin. Le mot, s'il y avait un mot, ce serait initiatique. Parce que ce désert-là, on a tout ce qu'on a raconté, mais il y a aussi une découverte, parce que moi je propose aussi des cercles de parole, parce que je propose même des moments de nature symbolique, et parce que tout s'y prête en fait. C'est initiatique parce que on y apprend
où on réapprend vraiment qui on est. On se reconnecte vraiment à qui on est. Et, et on laisse un peu tout un tas de pelures d'oignons qu'on a habituellement dans notre vie, dans notre vie urbaine ou notre vie de pays développés, parce qu'on vit une vie de nomade. Donc c'est initiatique parce que ça nous reconnecte en fait à nos racines profondes qui sont d'être de la nature. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous d'avoir été avec nous.